Axel Sola signe à l'UFC, les gars. Axel Sola signe à l'UFC. Très mauvaise nouvelle, je trouve, absolument pas méritée. Sa place était à est en enfer. Je croyais que t'allais y aller à fond. Ouais, ah oui, non, ça fait plaisir parce que c'était attendu depuis longtemps. Axel Sola, vous le savez, on a vraiment suivi sa carrière amateur. On est très très content, mais peut-être qu'il ne signe pas dans les conditions idéales. Encore que vous allez voir que son adversaire, Monsieur Maki, très connu des fans plus ou moins hardcore pour s'être pris une des plus grosses branlées de l'histoire de l'UFC contre Khamzat Chimaev, est revenu là depuis peu dans l'organisation et présente un bilan de 4 défaites pour une victoire. Et la seule inquiétude qu'il y aurait peut-être pour Axel Sola, mais on va pas spoiler le podcast avant de faire le podcast, c'est ce petit point d'interrogation sur la catégorie de poids, Rust. Absolument. Ouais, bah voilà, parfait. C'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Lawson Keita et Axel Sola qui font leur début à l'UFC, à l'UFC Paris. Franchement, je trouve que c'est superbe et que c'est deux des plus belles signatures qu'on ait eues de mémoire récente. Et en plus, là, pour une fois, ce que j'ai l'habitude, on va dire, de fustiger, c'est qu'en plus, là, ils vont être dans des conditions idéales, à savoir à la maison, dans une Accor Arena pleine à craquer. Ouais, alors en fait, c'est ça. De toute façon, par la porte ou par la fenêtre, et on il serait rentré. Non mais oui, de toute façon, c'était qu'une question de temps pour des gars comme Axel Sola et pour des gars comme Lawson Keita, pour des gars comme Virgil Hogan, c'est qu'une question de temps. Mais ça fait plaisir parce que, alors, effectivement, les conditions. Okay. Les conditions. En fait, c'est que les conditions sont pas idéales, certes, parce que donc il rentre. Enfin là, voilà, il l'a su la semaine dernière apparemment, et donc c'est un short notice pour l'UFC Paris. Donc bien évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un camp d'entraînement spécifique pour être sûr de pouvoir briller, d'être enfin 100%. Les combattants sont jamais à 100%, mais tu vois ce que je veux dire. Donc bien sûr, cette partie-là, c'est pas l'idéal, d'autant plus que ce sera en welterweight chez les moins de 77 kilos, tandis qu'Axel Sola, il a fait sa carrière chez les moins de 70 kilos. Et donc voilà, de ce côté-là, certes, ça aurait pu être mieux, c'est pas. Mais bon, déjà, premièrement, tu ne dis pas non à une opportunité de signer à l'UFC, que ce soit en short notice ou pas. Et donc ça, il l'a saisi évidemment immédiatement, et on voit bien, en tout cas par ses réactions publiques, qu'il est ultra heureux, ultra content, et donc ça fait vraiment plaisir à voir, parce que c'est un rêve pour lui qui se réalise. Et en réalité, là où je pense que ce combat-là, je pense que ça va bien se passer pour Axel, même si voilà, il y a l'inconnu de la catégorie de poids, mais sinon, je pense qu'il est meilleur que Rhys Maki de toute façon, et à peu près partout. Et c'est en plus de ça, comme il a un style Axel Sola qui est ultra fan-friendly et les fans adorent le style d'Axel Sola parce que c'est un style spectaculaire, c'est un style engagé, c'est un style où Axel Sola, il va au charbon et parfois même justement avec trop de générosité comme dans certains combats à arrêt, ce qui fait que parfois il laisse des ouvertures, mais c'est un style que les fans adorent et donc que l'UFC va adorer aussi. Donc, honnêtement, vu qu'il est ultra compétent, qu'il est jeune, 27 ans, et qu'il a un style que les fans et donc que l'UFC va adorer, je pense vraiment que les années qui viennent sont de très bon augure et radieuses pour Axel Sola. Reste juste à savoir jusqu'où il va aller. Mais en tout cas, ouais, franchement là, on mange tellement bien là, c'est extraordinaire. On est au top, et puis même cette interrogation sur le poids, quand il était en amateur, il était donc en middleweight à moins de 84 kg, mais parce qu'il y avait tout ce côté cutting que vous enleviez. Ses débuts chez les professionnels au Brave, il était en welter, et je me souviens quand il est arrivé à Arès, il y avait cette interrogation de est-ce que c'était pas trop ambitieux de vouloir descendre en lightweight, donc c'est pas comme si c'était un poids qui était complètement inconnu pour lui de combattre chez les welters. Ouais, et bah tu vois, j'avais même oublié que le début de sa carrière pro était en welter. Si, mais après, effectivement vas-y, pardon. Ouais. Vas-y. Non, je me souvenais de sa carrière amateur, mais je me souvenais pas qu'en pro, il avait fait des cas. Et puis disons, on sait que c'est un très gros lightweight de toute façon, donc, enfin, c'est pas un gabarit comme celui d'Arman Tsarukyan, ça n'enlève rien au fait que il est dans le top 2 mondial en lightweight, hein, Arman. Mais je veux dire, c'est un petit lightweight, tu le vois lorsqu'il est en combat contre les autres en lightweight, etc. Axel Sola, on voit que c'est un gros lightweight, donc
c'est pas que je me fais pas de soucis parce que je pense pour l'instant, enfin ça a pas l'air d'être sa catégorie. Il est probablement, j'aurais tendance à dire Axel, un peu comme les Kevin Lee ou les Rafael dos Anjos à l'époque, des mecs qui auraient le plus bénéficié d'une catégorie intermédiaire entre les moins de 70 et les moins de 77. Peut-être qu'il sera un poil petit pour les 77, mais il est quand même un poil gros pour les 70. Ce genre de gabarit. Et donc c'est pour ça que voilà, je me fais pas non plus de gros soucis pour Axel Sola, c'est que et en plus de ça, Rhys McKee, c'est pas forcément un profil qui mise énormément sur son physique de toute façon. C'est pas un gros lutteur, Rhys McKee. Donc à part le fait qu'il est pas dans sa catégorie dans laquelle il a fait vraiment son boulot à Ares, et le fait que c'est un short notice, non seulement je me fais pas de soucis pour Axel, mais c'est vraiment trop bien qu'il ait signé et que ça y est, son rêve commence et ça démarre, quoi. Et c'est exactement ce que tu disais, à part la temporalité, sinon c'est très bien, parce que même l'adversaire en lui-même, hein, on respecte tous les combattants, évidemment, mais c'est vrai que Rhys McKee n'est pas un foudre de guerre, véritable striker, le chemin est clair, c'est de mixer pour s'imposer face à lui, comme l'ont très bien fait, que ce soit le Suisse, Angeloussa, il est suisse. Angeloussa, suisse. Ouais, il est suisse. Ou évidemment Ramzat Chimaev, et il y avait aussi Alex Morono qui avait réussi dans une petite guerre à s'imposer de cette manière-là. Donc non, moi je trouve que c'est bien aussi comme, on va dire, pour entrer à l'UFC face à un adversaire de ce type-là. Ouais. Ah non, franchement... Et puis, ouais, voilà, tu vois, là, le combat a été annoncé. Le fait de savoir qu'il y a Axel Sola à l'UFC Paris, bah ça y est, je suis encore un peu plus hypé parce que ouais, voilà, on sait que l'UFC est une machine à faire exploser potentiellement médiatiquement les gens, puisque voilà, le plus gros de la planète assimile MMA et UFC. Et donc le fait de savoir qu'un profil comme celui d'Axel Sola arrive à l'UFC, les combats vont être spectaculaires. Il a un profil qui est original et intéressant, avec le fait qu'il soit, j'allais dire plutôt discret, mais en fait c'est vrai que quand tu vois les vidéos de backstage où il est avec Virgil Hogan, et puis je crois que c'est les vidéos que font beaucoup Solid Mike avec la team, tu vois que alors, il est plutôt discret lorsqu'il est un peu en mode média, se mettre de combat, etc., mais qu'en réalité il a aussi un petit côté un peu chien fou quand il le veut, et donc ça peut faire potentiellement, au fur et à mesure qu'il va prendre en notoriété, parce que ça y est, maintenant il est à l'UFC, et puis en plus les résultats probablement vont arriver aussi, ça peut vraiment faire un nouveau profil intéressant, tu sais, dans le milieu MMA français du MMA, un nouveau Pokémon rare qui va vraiment probablement pouvoir faire son trou rapidement, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Complètement. Et puis tu vois, très curieux aussi d'avoir, malheureusement, on va voir si Dana White vient, mais tu vois un peu sur le système de signature à l'UFC, parce qu'on avait été frustrés ces dernières années avec que ce soit Baki, que ce soit quelque part Abdul, Cédric Doumbé également, qui n'avait pas signé à l'UFC, et puis évidemment Saladin Parnasse. Mais c'est vrai que là, que ce soit Axel Sola, que ce soit Lawson Keita, vraisemblablement pour des gars qui ne sont pas forcément, qui ne passent pas par la case Dana White Contender Series, il y a un chemin aussi vers l'UFC. Même Robert Ruchala qui va affronter William Gomis, qui était un vrai nom du KSW, lui aussi c'est une nouvelle signature au sein de l'organisation, et des gars où sur le papier, tu vois, peut-être qu'il y a quelques années en arrière, ils auraient été plutôt au PFL ou ailleurs. Donc je sais pas ce qui se passe actuellement, et que l'UFC arrive aussi à faire coexister les Dana White Contender Series avec ça, parce que là, récemment, il y a le champion Light Heavyweight Dares qui a explosé son gars en 30 secondes et donc a signé à l'UFC. Mais tu vois, de voir que certains peuvent faire Contender Series puis UFC, et d'autres comme Axel Sola ou Lawson Keita sont champions de grosses organisations locales et arrivent quand même à signer au sein de la ligue. Ouais, bah voilà. C'est donc je suis très curieux, très très curieux, et j'espère que tu vois que ça ouvrira un peu des portes aussi pour un peu d'autres gars où on se dit bon, ça serait peut-être bien qu'ils signent aussi. Ah oui, là on est en train de s'y voir et tout. Et ouais, et moi je suis d'accord avec toi. Le seul truc c'est jusqu'où peut aller Axel Sola. C'est la vraie question que moi je me pose aussi. Ouais. Bah pareil, parce qu'en fait, on rappelle quand même qu'Axel Sola, c'est un gars qui a commencé le MMA jeune, et c'est de manière disciplinée, structurée et professionnelle, même s'il a eu un parcours amateur, mais je veux dire avec Aldric Cassata, depuis très tôt dans sa vie, à Axel Sola, ils ont vraiment, ils ont pu créer du début, entre guillemets, un Axel Sola qui est aujourd'hui, qui existe là devant nos yeux et qui est ultra complet, qui est un combattant de MMA nouvelle génération.
Et du coup, c'est vrai que le seul truc qui nous fait peur, c'est qu'il est parfois trop généreux et que du coup, il s'expose, notamment debout. Mais en termes de compétence à compétence, avec le style qu'il a, et potentiellement, évidemment, enfin, je pense que du coup, là, faudra voir comment est-ce qu'ils approchent la chose, mais que peut-être que du coup, il y aura une emphase qui sera mise sur ne pas faire forcément autant, ne pas être aussi généreux, donc forcément être un peu plus. C'est pas aller à la guerre pour aller à la guerre, mais tu vois, avoir peut-être des trucs qui sont un peu plus méthodiques et calculés, peut-être un peu plus, mais je pense que de toute façon, l'ADN d'Axel Sola, c'est qu'il aime trop ça, en fait. Mais donc, intéressant de voir, effectivement, s'il change un petit peu sa manière d'approcher le combat et qu'il affronte des gens qui sont de mieux en mieux classés, qui sont donc maintenant, il va être dans la meilleure ligue du monde. Effectivement, il y a un vrai inconnu de un gars aussi talentueux, qui a commencé aussitôt, qui a une nouvelle génération de MMA, qui a un style qui plaît, jusqu'où est-ce qu'il peut aller et jusqu'où est-ce qu'il peut finalement nous RPZ aussi, hein, parce que RPZ le drapeau. Hein. C'est bien vrai ça, c'est bien vrai dans une catégorie. Et je suis aussi très curieux, enfin pas très curieux, mais j'ai hâte d'avoir cette entrée sur s'il la garde en tout cas sur Lacrimosa. Là. Ah mais il faut, c'est exactement ce que tu disais quand tu commences à entrer dans la machine UFC, que le marketing se met en place. Là voilà, t'aurais un nouveau truc qui permettra d'aller au-delà justement de nos frontières. Mais c'est vrai que dans une catégorie lightweight où il y a déjà du monde, où il y a déjà BSD et Faresiam, c'est vrai que là tu commences à... Ouais. Hein. Putain. Ouais, non, mais je suis curieux. Je suis très curieux aussi de savoir jusqu'où il peut aller. Mais en tout cas, maintenant, on y est. Et puis, c'est là aussi où je pense que ça va être plus simple. C'est que tu te projettes et l'avantage de l'UFC par rapport aux autres organisations, c'est que c'est vrai qu'Axel Sola, Ross le disait très bien, c'est pas un profil de trash talker. Donc, quand t'es justement dans une orga type AS, c'est un peu compliqué d'avoir des gros chocs qui viennent à toi. Quand t'es à l'UFC, regardez par exemple un Cyril Gane. Petit à petit, tu vas monter, tu vas finir par rencontrer les grands noms et les gens vont se mettre, vont être derrière toi et t'as pas besoin justement de faire tout le travail de com que tu peux être amené à faire si t'es dans une ligue où c'est uniquement toi la superstar. Donc c'est vrai que quand on regarde le top 15 des lightweight, même top 20, 25 mondial. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. En fait, c'est ça qui est kiffant, c'est, tu sais, et je sais que ça me fait un peu ça me faisait le même effet, tu vois, mais quand tu vois des gars comme ça, et moi je me souviens, là où ça me l'avait fait le plus, c'était avec Nassour. Mais parce que tu sais, on l'avait vu à Ares 1, et puis quand il était encore en welter, et puis tout ça. Mais je sais que c'est vraiment tellement cool, et pour eux, ça doit être 100 fois plus, et particulièrement pour un gars comme Axel, qui du coup, dont c'était vraiment le rêve d'aller à l'UFC. Mais de se dire que ça y est, là maintenant, c'est réel, et même pour lui, c'est réel que si jamais les performances sont là, et si jamais il progresse comme on espère qu'il va progresser, voilà, il y a un monde où on peut avoir des affiches comme, j'en sais rien, Axel Sola versus... tu vois, il y a eu BSD contre Dustin Poirier. Allez, je sais pas, Axel Sola versus Fiziev, Axel Sola versus Tsaroukian à un moment donné, versus Gamrot, versus... Enfin, c'est vraiment stylé de se dire que maintenant, ça y est, ils sont dans le même univers, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de trucs qui séparent là de vitres transparentes. Ça y est, comme BSD, comme Fares, il peut y avoir en lightweight des chocs avec Axel Sola dans quelques temps où on se dira putain, mais c'est fou de se dire que ça y est, ils se rencontrent, ils sont dans le même octogone, alors que y en a un, c'est un nom de l'UFC qu'on aura connu depuis presque 10 piges, tu vois. Enfin, c'est vraiment cool, ça c'est vraiment stylé. Je suis bien d'accord. Ouais, non, c'est très bonne nouvelle. Et vraiment, la carte là, j'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui. Vraiment, ça confirme ce qu'on se disait avant qu'il y ait Keita et Sola, que c'est et qui est l'officialisation, je crois, de BSD Refi, mais que c'est vraiment la meilleure carte de l'UFC Paris jusqu'à maintenant. De l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité française. Et incroyable. Ouais. Ah, vraiment, moi, je suis... là, je suis sur chaud et je pense qu'à partir du Media Day et que les bastos vont pleuvoir... Oh là là. Ouais. Ah non, ça va être... en vrai, ça va être bien. Et effectivement, faudra. Il y a quelques combats dont on se bat les couilles parce que c'est pas des Français et qu'ils sont pas très connus. Mais allez, il y a ton chouchou, allez, place-le. On peut placer mon chouchou Andreas Gustafsson, d'accord, qui va se battre donc contre Rinat Fakhretdinov. Et puis ton gars sûr quand même. Tiboura. Après, honnêtement, on est dur parce qu'on se fout de leur gueule, mais le Tiboura d'Elijah, ça reste pas mal. Hein. En fait, plutôt pour Delija. Oui, plutôt pour Delija complètement, mais sachant que Tiboura, je crois, est toujours top 10. Hein.
Sûrement, ouais, sûrement. Bah, de toute façon, c'est qui déjà qui est top 10, top 15 là Il est Tiboura, il est 7ème. Il est 7ème. Et voilà, déjà fait son premier combat, ancien champion du PFL, protégé de Mirko Crocop, partenaire d'entraînement. Exactement. Voilà. Donc pourquoi pas, hein. Enfin, c'est plutôt pour l'inconnu en TDLJ que ça va être très intéressant. Non, moi, les combats dont je m'en tamponne, c'est plutôt genre Brad Tavares contre Robert Bricek, Sam Patterson, Trey Waters et Shona Bannon, Sam Hughes. Ouais, voilà. Mais bon, bah c'est normal. Enfin, on pouvait pas non plus avoir une carte. De... Là, on déjà, voit le MMX, on voit le MMX, les gars. Moi, en tout cas, je serai devant. Je serai devant pour ces combats-là parce que voilà, c'est là qu'on se régale le plus finalement. Bah ouais, que je peux dire que quand Trey Waters fait son entrée, je ne sais même pas qui c'est. Hein. Je vais ouais. Allez voir. Oh, il a fait des gardes de zinzin, Trey Waters. Toi, vraiment. Alors, des gardes de zinzin. Bah oui. Trey Waters, a.k.a. The Truth. Non, franchement, il a fait des trucs de fou. Contre Billy Regoff, c'était un combat de fou. Contre Josh Quinlan, c'était un combat de fou. Apologie aussi. Ouais, mais non. Et puis vraiment, le Jalin Fuller contre Trey Waters au LFA. Bah moi, j'étais là quand il a affronté Ramon Butts dans son premier combat pro. Hein. Ah bah ouais. Il a... Ramon Butts, putain, quel combat aussi contre Herbito Tovar. Ouais. Herbito Tovar et Ramon Butts. On dirait un Pokémon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Petit Herbito. Non, en fait, c'est horrible parce qu'on est en train de se foutre de la gueule de ce mec. Ça se trouve, dans 5 ans, le gars est champion. Oui, mais ça reste gentil, ça va. Allez. Nous non plus, personne nous connaît en dehors du petit milieu du MMA. Et puis de toute façon, la water sera coulée sous les ponts. Vas-y, tu veux de la Trey Waters, exactement. Et puis voilà, moi, vous pouvez y aller sur le fait que je suis le sosie de Mark Zuckerberg et que j'ai une tête de ragondin quand je suis en effort. On a le droit de se foutre de la gueule les uns des autres. Calme-toi. Bah non, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Bah en tout cas, c'est la vie. Ce qui est la vie aussi, c'est la whey de NutriPure. C'est une dinguerie. Saveur chocolat, je l'adore. Enfin, en termes de saveur, Rusty, je sais pas si tu l'as déjà prise, toi, la whey, leur whey. Non, pas encore. J'avais pris fraise, je validais. Là ouais, bah le problème c'est que quelqu'un chez moi a fait que de la bouffer, donc je vais être obligé de changer encore. Voilà, donc avec le code LASUEUR, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% supplémentaire pour le prochain. Puis vous le savez aussi, là on est en mode oversize avec Big Rusty, code LASUEUR. Surtout Wicked One, et oui, vous aviez été nombreux à nous écrire concernant les sacs à dos Wicked One, et bah ils sont de nouveau en stock chez Wicked One. Code LASUEUR, moins 20%, surtout Wicked One. Et comme sujet subsidiaire, je suis un peu dégoûté, je pense que tu l'as vu, Rust, il n'y aura pas de Gordon Ryan à l'UFC BJJ. Mais il y était non, il n'y était pas, mais tu sais, il avait fait quelques combats à l'UFC UFC Fight Pass Invitational, et là, notre chère Claudia Gadella, qui est un peu la boss de l'UFC BJJ, lui a mis un petit stop en mode bon, comme le gars est chargé, il ne viendra pas. Ouais. Mais ce qui est quand même, je trouve, très cocasse, parce que si j'ai bien compris, hein, ils n'ont toujours pas de test antidopage dans l'UFC BJJ. Non, pas encore. Donc c'est quand même... En fait, pas parce que tu vois certains bugs, oui. Ouais, je trouve ça quand même très cocasse d'envoyer une bastos à Gordon Ryan parce qu'il se charge, et oui, il se charge, il l'avoue lui-même de toute façon, même pas à demi-mot, il l'avoue Gordon Ryan. Mais c'est quand même, je trouve, cocasse de faire ça en sachant que Mikey Musumeci, qui est donc ton gars là, numéro 1 à l'UFC BJJ, il est arrivé ici parce qu'il était en mode, bah moi je veux que le sport soit plus propre, parce qu'on a vu avec l'UFC qu'au fur et à mesure, on allait devenir une organisation où on essaye d'enlever le dopage du jiu-jitsu brésilien et tout ça. Ça n'est toujours pas mis en place. Je ne sais pas, c'est probablement en projet, mais enfin, du coup, de faire un peu les bonhommes comme ça par rapport au dopage, alors que ça n'est même pas encore instauré dans ta propre ligue, je trouve que c'est pas cool. Après, ce qu'elle disait, et je la rejoins un peu, c'est... Voilà, c'est vrai que comme Gordon Ryan ne s'en cache pas et que visiblement, donc ce qu'elle nous expliquait dans son interview, c'est qu'en gros, je dis ça parce que lui le dit lui-même, il refuse de ne pas utiliser les produits dopants parce qu'il pense que ça fait partie du package global de l'athlète. C'est sa philosophie, il est très transparent par rapport à ça. Donc s'il il tourne aux PEDs, donc c'est le PO, c'est ça les produits dopants, il ne sera pas à l'UFC BJJ.
Ouais, bah en fait, je vois ce qu'elle veut dire. C'est vrai que de toute façon, ça aurait pas fait une bonne image d'avoir un mec qui le dit ouvertement qu'il en prend. Néanmoins, pour moi, ça n'enlève quand même pas que c'est un peu fort de café et un peu cocasse de dire ça, sachant que ta propre organisation ne met pas en place de tests antidopage. Enfin, jusqu'à ce qu'il le fasse, hein, parce que là, visiblement, elle a dit que ça arrive. Hein, donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a un avant-après, mais au regard des profils, à part 2-3 gars où je me dis, bon, lui, il y a moyen que ce soit compliqué s'il reste au sein de la ligue, tu vois, ils ont pas pris des mecs où on était tous à se dire, ouh là 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 là, tu vois. Non, c'est sûr. Mais en vrai, je suis vraiment très curieux de savoir comment elle va évoluer cette ligue parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Mais ils sont quand même en train de mettre aussi en place le même système d'exclusivité dans les contrats que pour l'UFC en MMA. Donc c'est quand même très très. Lorsque tu es à l'UFC BJJ, tu es donc bloqué, tu ne combats que pour eux, tu es exclusif chez eux, tu fais ce qu'ils te disent. Si t'es pas une star, je suis curieux de savoir comment t'es payé. Et enfin, et je suis curieux de savoir si c'est un modèle qu'ils vont arriver effectivement à rendre pérenne et à attirer des vraies stars qui vont faire que ça peut prendre, puisqu'il y a beaucoup des vraies grosses stars du JJB qui, j'ai l'impression, en tout cas, sont chargées et elles s'en cachent peut-être. Qu'est-ce que tu trifouilles là? Qu'est-ce que tu trifouilles? Il y a des petits bruits de cliquetis là. Pardon, putain, j'avais ça. C'était le truc. Voilà. Mais, ni trop pur, ni pas assez, hein, de toute façon. Ouais. Et oui, après, je sais pas. Je pour l'instant, les mecs ont l'air prêt. contents. Pour l'instant, les mecs ont l'air contents. C'est pas des superstars, mais typiquement le Andrew Tackett, qui je pense va vraiment bénéficier de l'image UFC BJJ, a l'air très très bien. Donc c'est là aussi. C'est le truc, c'est de savoir. Et je pense qu'à un moment donné, on commencera à avoir des fuites. Combien les mecs sont payés, mais on a certains qui ont l'air d'être effectivement très bien traités. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la grosse question que j'ai, parce qu'il y a des compétitions qui sont tellement importantes que si les mecs sont bloqués, bah, au bout d'un moment, ça va être difficile aussi de se dire à quel moment tu considères un mec qui est élite de chez élite, aussi bien pour eux de le signer que pour ensuite se dire bon bah là c'est ce combat-là, il faut absolument le regarder. Donc je sais pas s'ils mettront, tu sais, peut-être même des exceptions pour, je dis n'importe quoi, si CGI continue d'exister, si quand la DCC revient, est-ce qu'ils vont dire bon bah là t'as le droit de faire cette compétition-là ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que leur ligue est tellement nouvelle que, tu vois, même de réussir à faire éclore des gars, parce que pour l'instant, leurs stars, c'est des mecs qui étaient déjà considérés comme stars ou gars de grand talent avant qu'ils arrivent. Donc, ouais. Puis il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, ça c'est intéressant, mais c'est Demetrius Johnson qui en parlait dans son podcast avec Craig Jones, c'est le fait qu'ils sont dans un truc là où Claudia Gadella, par exemple, elle avait expliqué lors du dernier BJJ UFC qu'il fallait vraiment qu'il y ait de l'action, fallait qu'ils avancent, fallait qu'ils fassent des trucs, fallait pas que ce soit chiant, fallait pas que ce soit lent. Et en gros, Craig Jones expliquait, en fait, le problème qu'ils peuvent rencontrer potentiellement là avec ça, c'est que là où ils se font le plus d'argent, les gens dans le BJJ à partir d'un certain niveau, c'est sur ce qu'ils appellent les instructionals, c'est-à-dire des vidéos que tu vends sur BJJ Fanatics. En gros, ils t'apprennent à avoir une garde, ils t'apprennent à passer des gardes d'une certaine manière et machin. Et ce sont ces vidéos tutoriels où ils se font le plus de blé, mais de très 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 loin, d'après ce que disait Craig Jones. Et en fait, si tu as une obligation de faire toujours plus de spectacles, d'aller vite et donc de faire des erreurs et de t'ouvrir à perdre potentiellement et à te faire choper, Craig Jones était en mode, en fait, est-ce que c'est intéressant pour des mecs qui ne seront peut-être pas payés beaucoup par l'UFC BJJ en lui-même, de s'exposer, d'aller dans un truc où il faut un style où tu prends beaucoup de risques mais t'es pas très bien payé, sachant que personne ne veut acheter les instructionnels et les vidéos tutoriels d'un mec qui perd. Et c'est intéressant aussi, et je trouvais que c'était un point qui valait la peine d'être mentionné aussi. Oui, et c'est un point qui est intéressant, mais là, je suis très curieux de voir comment ça évolue, surtout si l'UFC met un petit peu l'oseille, parce que c'est vrai que par contre, moi j'ai adoré visuellement à quel point c'était l'UFC BJJ, et le fait qu'ils poussent vraiment les athlètes aussi à finir et de se dire on va essayer de rendre le sport de plus en plus accessible, parce que c'est vrai que depuis le temps que ça existe, et nous souvent on nous demande pourquoi est-ce que vous faites pas plus de vidéos sur le grappling et tout ça, le problème c'est que c'est tellement technique et c'est pas du tout télévisuel comme peuvent l'être d'autres disciplines, que c'est un petit peu compliqué de réussir à sortir de cette niche là du sport, et je trouve que l'UFC fait un vrai beau travail là-dedans. Donc je comprends complètement ce que dit Craig Jones, mais c'est vrai que si tu veux aussi permettre au truc de s'élever dans sa globalité,
peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait cette primeur-là au show. Et puis on le voit de toute façon aujourd'hui, même la situation qu'a l'UFC, où c'est vrai que si vous êtes Dagestanais et uniquement lutteur, oui, vous allez gagner des combats, peut-être que vous êtes l'un des meilleurs du monde, mais ils vont pas forcément vous signer parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux et toute la machine qu'ils représentent aujourd'hui. Il plus soit, Rusty plus soit. Bon bah voilà, en tout cas on a terminé. Et puis l'autre truc aussi, c'est que je crois que cette année il y avait 4 événements pour l'UFC BJJ. Et c'est vrai que je pense que plus ils auront de mecs dans le roster, plus il faudra qu'ils fassent des événements régulièrement, effectivement, parce que à un moment donné, les gars, faut aussi qu'ils puissent combattre régulièrement pour s'en sortir, quoi. Donc bon. Surtout s'ils sont exclusifs. Oui, exactement, monsieur. Bon allez, on se retrouve très vite, les gars. Bye. Oh, j'oubliais Holy Moly. Holy Moly. Je suis un mec dangereux. Voilà. Thé glacé, boisson de réhydratation, boisson énergisante, plein de saveurs. Chez Oli. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Allez, monsieur, on se retrouve au la sueur Gym. Bye. I'm fucking coming for you!